Allez-vous voir les prix baisser et comment se passent les renégociations qui avaient été annoncées en grande pompe il y a 15 jours? Bonsoir Thierry Cotillard. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, président du groupement Les Mousquetaires. Ça veut dire que vous êtes donc le patron d'Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricorama, Rodi. J'arrête là, j'ai oublié qui? Bricocash, bricolage et Rapide Pare-Brise. Rapide Pare-Brise, je n'avais pas Rapide Pare-Brise. Je ne fais pas tout seul. Hein. J'ai des patrons de chacune des divisions. Non, hein, ça veut dire combien de magasins boulot. en France? J'aime bien poser les choses. 3100. 3100 magasins en France. Et 1500 chefs d'entreprise indépendants. Donc, quand on parle d'inflation, vous savez à peu près de quoi on parle? On devrait pouvoir répondre aux questions. Bon, on devrait pouvoir répondre. Je le disais, le gouvernement a annoncé il y a 2 semaines que les industriels avaient accepté de vous reparler d'une certaine manière, de se remettre autour de la table et de renégocier. Ça a démarré? Ça va redémarrer, puisqu'en fait, on avait envoyé un premier courrier sans avoir de retour des industriels. Hein. Ils refusaient de venir à la table des négociations. Le ministre est intervenu. Là, 2 critères ont été définis. Sur les 75 multinationales qui étaient évoquées, moins d'une vingtaine, en fait, vont finalement être retenues par rapport à ces 2 critères. Donc, c'est un peu décevant. Mais la bonne nouvelle, depuis ce matin, des fournisseurs, notamment de pâtes, sur lesquels on savait qu'il y avait un effort possible, devraient revenir dans les prochains jours. Et donc, quand ils reviennent à la négociation, ça nécessite quelques rendez-vous. Oui. J'espère que les tarifs, on va pouvoir obtenir une baisse pendant l'été et les appliquer pour les consommateurs en septembre. La bonne nouvelle sur les pâtes, donc ce soir, on va en parler dans une seconde, mais je m'arrête sur ce que vous avez dit quand même. Au départ, effectivement, le gouvernement cible le top 75, les 75 plus grands groupes industriels présents en France dans l'agroalimentaire. Vous nous dites qu'en réalité, sur ces 75, il n'y en a que 20 qui vont se remettre autour de la table. C'est ça, je pense. C'est ça chez Intermarché Netto. Je pense que ça va être les mêmes conditions chez mes concurrents. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le critère est assez sélectif. On a même des vendeurs de pâtes qui nous ont passé une hausse de 9,80. Et qui donc, comme ils sont en dessous de 10... ils sont en dessous de 10 et qui ne reviennent pas à la table des négociations. Parce que l'un des critères, c'est effectivement que le prix ait augmenté d'au moins 10%. Voilà. Et que le coût des matières premières ait baissé, lui, depuis un certain nombre de semaines. Donc ça veut dire que ça ne concerne pas toutes les grandes marques, non. On a bien compris. Bien ça veut dire que même parmi les marques qui vont venir vous voir, ça ne concerne pas non plus tous les produits. Ça ne concerne pas tous les produits, exactement. Et en fait, là, je crois que les industriels ont fait une belle négociation, pour le coup, avec le gouvernement. C'est-à-dire que si on avait pris un critère qui prenait l'inflation au 1er janvier 2022, c'est-à-dire en cumul sur 18 mois, tout le monde y passait. Et on renégociait avec tout le monde. Thierry Cotillard, vous nous dites en fait que c'est un énorme enfumage, là. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je sais pas, moi, là, vous me dites ça, mais on se fait enfumer. J'ai un profond respect pour Bercy et puis nos 2 ministres. Ah, mais avec tout le respect que vous portez à Bercy, c'est quand même un énorme enfumage. Non, ce n'est pas un enfumage. Il y a une volonté politique qui a été affichée, qui est réelle. Et il y a maintenant des critères qui sont effectivement, qui écartent certains industriels. Alors, ce serait compliqué que j'aille les défendre, mais si on prend le prix de l'électricité, la lecture qu'on a aujourd'hui, c'est de dire ça baisse de 50%. Et nous, on a des usines, comme nos magasins, on sait que ce sera pour la facture de 2024, parce que l'industriel, il a signé son contrat il y a 8 mois. Donc, cette année, en 2023, il va payer plein pot l'électricité. Donc, il y a un juste milieu. En tout cas, ça n'est pas de l'enfumage. Tout ce qu'on va pouvoir négocier, on va le négocier. Et la bonne nouvelle, c'est la rentrée des classes qui devrait être peu onéreuse. Enfin, en tout cas, vous inquiétez pas, on a prévu de vous parler des Très vacances. J'annonce pour ceux qui nous regardent, des vacances évidemment qui arrivent et de la rentrée des classes. Mais d'abord, je pose la question symétrique à celle de Nora. Est-ce qu'à l'inverse, ça veut dire que la pression du gouvernement, le côté si vous ne bougez pas, soit on augmente les impôts, soit on fait du name and shame, c'est-à-dire on dit précisément quels industriels ne veulent pas revenir autour de la table, est-ce que ça veut dire que ça a plutôt marché? Ça a plutôt marché parce que je pense que les industriels, pour certains, savaient qu'il y avait une certaine forme d'abus. Ça a été une aubaine pour restaurer de la marge et qu'il valait mieux trouver un compromis comme on est en train de faire là que... Ils ont eu peur plutôt de quoi? Plutôt de la hausse d'impôts ou plutôt du name and shame? Non, je pense qu'ils ont eu peur aussi d'un texte législatif qui impose de revenir à la négociation tout de suite et surtout de modifier, parce que c'était notre demande. Nous, ce qu'on demandait avec Michel-Édouard Leclerc, avec Alexandre Bompard, c'était de dire faisons comme dans les autres pays européens, plusieurs négociations et n'ayons pas une date au 1er mars. Et donc, je pense que c'était une tactique pour les industriels de ne pas revenir sur ce sujet et d'accorder ces quelques hausses. Je vais essayer de traduire comme l'a fait tout à l'heure Nora Hamadi. Vous dites que certains ont abusé ces derniers mois, quand même, clairement. Oui, nous, on a des usines, donc on est capable de vous dire les salaires ont augmenté de temps, l'électricité a augmenté de temps, et donc sur l'eau, on sait que 15%, c'était acceptable. Quand certains industriels venaient avec 25%, on a refusé, et on savait que c'était de la restauration de marge. Mais genre la pet food.
Le pet food a eu une inflation sur les boîtes de Pour les animaux. C'est métalliques. l'alimentation pour les animaux de Alimentation compagnie. pour les Que animaux ceux de qui ont un compagnie. animal de compagnie savent très bien de quoi on Oui. parle, mais les autres. Alors, les boîtes de conserve ont vraiment explosé. J'avais la semaine dernière un fournisseur breton qui me disait quand j'achetais pour 5 millions de boîtes vides, ça me coûte 10 millions. Donc, il y a eu une inflation. Mais il y a vraiment, et ça n'a pas été notre cible, les PME. C'était vraiment les grands groupes où on sait que ça a été affiché dans la presse. On est là aussi pour sortir des profits, des bénéfices. Mais on trouvait que ce n'était pas raisonnable par rapport à l'attente des Français. Les distributeurs aussi, d'une certaine façon, les grands distributeurs ont aussi bénéficié de cette crise inflationniste en ayant de nouveaux clients et en accroissant les volumes de vente d'une certaine façon. Alors, ce qui est vrai, ce qu'il faut dire, c'est que les marges chez nous n'ont pas augmenté. Nous, on a demandé à nos adhérents de faire des... Par contre, on est rentré dans une vraie compétitivité, puisque là, on a eu finalement Bercy qui a fait une sorte de campagne commerciale pour les distributeurs. Il faut dire ce qui est. Mais après, ça a été la compète. Et nous, on a fait le choix, par exemple, de dire on veut un panier très large, 500 produits, on baisse vraiment les prix, 8%, et on a raflé la mise. C'est-à-dire qu'on a pris 0,5 points de part de marché, on a fait 300 000 clients en plus, et ça a été gagnant pour Intermarché. Simplement pour donner un ordre de grandeur, 0,5 points en plus, 300 000 clients. C'est beaucoup, parce que pour faire bouger des masses aussi grandes de clients qui ont leurs habitudes, etc., faire leurs courses tous les week-ends dans le même magasin, etc., pour les faire bouger, évidemment. Voilà. Ça demande un effort chez vous aussi. Et vous allez l'effort, on l'a fait sur les prix. On a fait de la viande et du poisson à prix imbattable parce qu'on produit nous-mêmes ces produits-là. Et puis, on a fait des efforts en communication. Il y a des recompositions, du coup, parce que le groupe Casino, là, qui s'effondre complètement, je crois que vous faites partie des gens qui vont racheter certaines enseignes qui sont des anciens concurrents d'une certaine façon et qui vont et que vous allez les bouffer. Donc vous allez sortir de cette crise d'une certaine façon encore plus fort. Comme toutes les crises, vous savez, crise dans jamais gâcher une crise. Quand on l'écrit en chinois, il y a menace, opportunité et c'est toujours pareil. Donc certains, les plus agiles, vont certainement sortir grandis, plus forts de cette crise et d'autres affaiblis. C'est ce qui se joue en ce moment en France sur la distribution. Pauline, il faut qu'on parle des pâtes. Mais pour revenir aux renégociations, justement, ceux qui ont joué le jeu, ceux qui n'ont pas joué le jeu, est-ce que vous pouvez nous dire une série de produits qui vont normalement, qui devraient en tous les cas baisser? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles du côté de certains produits ou au contraire des produits qui, eux, ne baisseront pas dans l'immédiat? Très concret. La pâte, quand vous faites de la pâte à la marque de distributeur, 50% du prix, c'est le blé. Et le blé vient de baisser de 20%. Donc, le brief est très clair. Aller chercher 20% de 50%, c'est 10%. On a un espoir de baisse sur les prix des pâtes de 10%. Ça, c'est le brief qu'on donne aux équipes. Attendez, le brief, ça veut dire que c'est votre point de départ. C'est ce que vous avez en tête. Ça va être entre 0 et 10. Ce ne sera jamais 0 parce qu'on va obtenir quelque chose. Est-ce qu'on a bien négocié? Ce sera entre 5 et 10. Et si on n'est pas bon, ce sera entre 0 et 5. C'est aussi simple que ça. Donc, les pâtes, c'est ce que l'on peut espérer. On peut espérer. Pour répondre à votre question, le beurre. Le beurre fait moins 50%, donc on attend des baisses de beurre, sauf que ça va être une exception qu'on a assumée. On a dit le secteur laitier peut être en difficulté, donc on ne touche pas à ce secteur-là. En revanche, l'huile de colza fait moins 54%. Donc là, on est en attente des lecieurs et consorts de nous proposer des tarifs à la baisse. Les œufs, les protéines. Non, mais qui ont vraiment explosé. Les œufs, on les a sortis de la négociation. Réellement, aujourd'hui, les tarifs qui nous sont proposés tiennent compte d'un coût de production qui est vraiment plus cher pour un éleveur de poules pondeuses. Et donc, on en tient compte et on épargne, je dirais, les négociations sur les matières premières agricoles de manière à se concentrer. Ça fait partie de la loi aussi, justement, de garantir. La loi Egalim prévoyait ça. C'est dans cet objectif-là, c'est dans cette ligne. Leur revenu. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des produits dont vous vous dites ils devraient baisser et qui ne vont pas baisser? Ils devraient baisser... Précisément parce que les industriels ne joueraient pas de jeu, qui seraient à cause des effets de seuil juste en dessous. Mais madame les a cités, oui. Coca-Cola, Nutella. Ils ne veulent pas revenir à la table des négociations. Ils passent à travers les critères, c'est-à-dire sur le deuxième critère, le sucre n'a vraiment pas baissé de 20%, donc ça ne rentre pas dans les critères qui permettraient de les revoir. Nutella, ce sera pareil, on ne les reverra pas. Donc le rendez-vous, la bonne nouvelle, si on se projette maintenant, le prochain épisode, donc à la rentrée, ça va baisser un peu et les fournitures scolaires vont aussi être moins coûteuses que ce qu'on pouvait imaginer. Donc le rendez-vous, c'est mars 2024. Et là, je peux vous assurer qu'il y aura une négociation où ça va en découdre fort parce qu'on aura des éléments tangibles où là, les baisses seront effectives. C'est 8 mois. Et on ne retrouvera pas les prix d'avant. On ne retrouvera jamais les prix d'avant. Ne serait-ce que parce que les salaires ont augmenté et on ne fera pas marche arrière. Donc, vous avez un coût de production qui est supérieur. Il faut l'accepter, il faut être honnête, le dire aux Français et assumer le fait qu'on ne reviendra jamais au point de départ. Thierry Cotillard, vous avez d'une certaine manière, vous aussi, ce soir, succombé, on en parlait à l'instant avec Benjamin, à la mode du name and shame. C'est-à-dire que vous aussi, vous vous mettez à balancer
ce qui n'était pas forcément la tradition ces dernières années en France. L'inflation a tout changé, mais vous vous mettez aussi à balancer un certain nombre de marques qui vous disent aujourd'hui, moi je ne reviens pas à la tête des négos, Nutella, Coca-Cola, etc. Ça ne vous gêne plus en gros? Alors, on les cite. Moi, je les ai cités aujourd'hui. Je les ai cités à une autre époque quand on avait des sujets. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui compte surtout, ça va être l'échange et le débat qu'on va avoir. C'est-à-dire, c'est un scoop pour personne que les fournisseurs de pâtes aujourd'hui peuvent baisser le prix après ce qu'on vient de décrire. Donc, on assume le fait de les revoir, on assume surtout un dialogue et un sujet de transparence. C'est-à-dire, si on veut avancer, là, aujourd'hui, l'industriel, s'il ne veut pas bouger, il ne bougera pas, puisqu'en fait, la loi, effectivement, l'invite à venir, mais il n'y a pas de loi qui l'oblige à renégocier. Donc, il faut un dialogue, il faut, je dirais, une construction intelligente, parce que l'intérêt pour l'industriel de baisser aujourd'hui son tarif, il faut le dire, ce sera de retrouver du volume. Pourquoi ? Parce que la marque nationale, elle est en compétition avec la marque que nous fabriquons, qui aujourd'hui attire beaucoup de clients, et donc il a aussi ses volumes qui baissent, et donc à moyen long terme, il a intérêt aussi à revoir ses tarifs. Dans les renégociations qui vont s'ouvrir là, est-ce que vous pouvez aller d'emblée vers la menace du déréférencement? Si vous ne baissez pas, on retire. Impossible là, parce qu'en fait, on est dans un cadre législatif. Lorsque nos équipes chez Intermarché Netto ont négocié au 1er mars, on a mis en face des plans d'affaires. Je réexplique peut-être comment ça se passe. On a tous le même tarif qu'on s'appelle Carrefour Leclerc, Intermarché. Et après, la négociation, c'est de proposer des contreparties commerciales. Je te mets en prospectus, je te propose des têtes de gondole, etc. Qui vient baisser le prix d'achat vers cet industriel. Aujourd'hui, le prix qu'on a négocié au 1er mars nécessite l'application notamment d'une gamme jusqu'au prochain 1er mars 2024. Ça veut dire qu'on ne touchera pas aux assortiments. En revanche, je pense que beaucoup d'enseignes, avec le succès qu'on connaît sur la MDD, se préparent, marques de distributeurs, à rationaliser l'assortiment des marques nationales sur la prochaine négociation en disant finalement, aujourd'hui, le client veut plutôt de la MDD au meilleur rapport qui a été pris, donc je vais réduire tes assortiments. C'est-à-dire que les gens ont pris aussi des habitudes qui, même malgré les renégociations, l'inflation qui va décélérer, qu'ils vont garder et qui, donc là, pour le coup, poussent plutôt les marques à essayer de s'ajuster. Finalement, que ce que vous avez mis en place avec le trimestre anti-inflation, qui était une opération qui a permis pour certains de bricoler, de chercher la bonne affaire, vous n'allez jamais pouvoir sortir de ça. Et deuxième question subsidiaire, c'est-à-dire qu'il faut, est-ce qu'il faut continuer aussi à dire aux Français qu'on va pouvoir ensuite continuer à tirer les prix vers le bas, comme on l'a souvent fait dans la grande distribution? Alors, sur la première question, quand on a en plus chez nous eu le succès commercial que je viens de vous décrire, on a tout intérêt à prolonger jusqu'au 31 décembre. Néanmoins, ça coûte. Donc, ce qu'on a déjà décidé, c'est la viande, le poisson, comme on les fabrique ou on les produit, on va prolonger ces opérations tous les week-ends jusqu'au 31 décembre. Les équipes que j'ai vues ce matin travaillent sur le plan du deuxième semestre en disant cet été, on maintient notre panier anti-inflation, mais en septembre, on voit si on réduit ou pas la voilure parce que ce sont des dizaines de millions d'euros qui ont été investis en marge. Ensuite, sur le sujet, est-ce qu'on peut revenir Oui, par exemple, vous produisez du poisson et de la viande. On est aujourd'hui dans un moment où on nous dit ça ne va pas être tenable, il va falloir qu'on baisse notre consommation de protéines. Est-ce que vous êtes prêt aussi à changer de modèle en disant, en fait, à un moment, il faut assumer que cette consommation-là, ça a un coût. Et donc, il va falloir moins en produire ou alors elle va coûter très cher. Alors nous, on a une autre lecture, c'est comme on produit, c'est de se dire comment notre mission peut-elle permettre de rendre accessibles ces produits qui deviennent inaccessibles. Donc la viande, le poisson, puisqu'on a nos abattoirs, nos bateaux, c'est pas d'imposer aux Français d'en manger moins, c'est leur permettre d'en manger et mieux. Et donc en fait le sujet, ça va être un sujet de négociation avec les industriels, mais pas que, ça va être, et c'est le chantier de tous les distributeurs, comment on baisse notre coût logistique en livrant moins souvent nos points de vente, en ayant des parcours qui consomment moins de carburant, etc., pour baisser la chaîne de coûts et donc baisser les étiquettes pour nos consommateurs. Est-ce que les consommateurs reviennent à ces produits qu'ils ont délaissés, abandonnés parce qu'ils n'ont plus le moyen d'acheter du poisson? Est-ce qu'ils sont capables de finalement refaire le chemin inverse si les prix sont Alors là, j'ai la réponse, puisqu'en fait, on a fait la côte de bœuf à 14,90, la lotte à 14 €. C'est des prix qui n'existent plus, puisqu'on est à plus de 25 € les kilos de protéines animales, aussi bien en poisson qu'en viande. C'est un succès phénoménal. C'est-à-dire que de moins 10, on est repassé à plus 30. Donc, il y a vraiment une élasticité entre le prix proposé et le produit. Et aujourd'hui, si les gens se privent de viande et de poisson, c'est pas qu'ils en veulent pas, c'est que ça n'est qu'une raison financière. Thierry Cotillard, les baisses de prix dont vous parlez tout à l'heure, notamment par exemple sur les pâtes, vous le dites, il y a d'ailleurs un certain nombre de négociations avec Barilla, je crois les grands noms des pâtes, où
précisément, ça Vous devrait m'avez dit baisser. qu'on ne devait plus faire de name and shame. Ah non, moi j'ai pas. Au contraire, allez-y. Panzani, les- Ah non, allez-y. On les connaît, les Panzani, les Barilla. Et ce sont eux qui vont revenir négocier. Ils vont négocier avec revenir. vous. En tout cas, ils ont accepté et je salue cette démarche. Ça veut dire qu'elle est constructive. Les prix vont baisser, vous nous dites, sur ces Oui. produits-là. Quand? Septembre. Septembre. Puisqu'il y a besoin d'avoir plusieurs rendez-vous pour se mettre d'accord. Et en septembre, ce sera appliqué chez nous et je pense à la concurrence. Ce qui veut dire que le septembre vert dont certains parlent, et je pense notamment à Olivier Dauvert, grand spécialiste de la grande distribution, qui lui dit on aura après le mars rouge, l'avril orange, etc., un septembre vert. Vous dites ça aussi, septembre vert? Non, moi je dis un printemps vert en 2024. Bah, non, ça repousse à Et chaque fois. je dis on aura cassé le pic d'inflation. C'est quand même l'objectif de la renégociation pour qu'en septembre, on soit à 15% quand on va finir là dans un mois à 17%. Et il y aura dans ce 15% les renégociations. Et dans le panier de la ménagère, vous aurez des fournitures scolaires qui n'auront une inflation que de 2 à 3% quand l'alimentaire est à 12 ou 15. Mais l'alimentaire, c'est toutes les semaines, là où la rentrée, c'est une fois par an. C'est vrai. Ouais, c'est-à-dire que ça risque quand même de maintenir un certain nombre de Français dans une forme de paupérisation sur le long terme. On va parler des vacances, de la rentrée, du carburant aussi, mais une chose, on parlait du panier anti-inflation à l'instant, Pauline Simonet, il y a une autre arme massive celle-là, qui est dégainée ou en tout cas qui rentre, je dirais, dans le débat au Royaume-Uni, c'est le blocage des prix. Oui, effectivement. La Grande-Bretagne, vous savez, elle subit l'inflation de plein fouet. C'est des chiffres encore plus énormes que ce qu'on connaît en France. En avril, il y a eu 19%, plus de 19% d'inflation, donc augmentation sur un an. C'est au plus haut depuis 45 ans. Alors, je vais vous donner quelques exemples de prix. Le cheddar, le fromage préféré des Anglais, a flambé de 49%. Le prix du lait, il a augmenté de 40%. Le prix du pain complet de 33%. À quoi s'ajoutent à cela des augmentations vertigineuses du prix de l'énergie. Et donc, face au désarroi des Britanniques, il y a eu plusieurs millions de Britanniques qui sont tombés dans la paupérisation, eh bien, le Premier ministre, pourtant très conservateur, Rishi Sunak, très libéral, eh bien, il envisage le plafonnement des prix pour une série de produits de base, de première nécessité, justement ceux qu'on a cités, ou le lait, le pain, le beurre, le sucre. Et il a entamé des discussions avec les distributeurs, mais ça a été une levée de bouclier. C'est extrêmement tendu en ce moment. Les distributeurs ne veulent pas, ils demandent plutôt une réduction des charges. Ils disent qu'eux aussi, ils sont victimes de l'inflation. Donc à ce stade, ils refusent. Donc pour l'instant, Rishi Sunak renonce à avoir ce plafonnement des prix obligatoire. Il tente en tout cas de faire en sorte que les distributeurs se mettent d'accord. Mais en tous les cas, il y a vraiment les Britanniques qui ont la gorge serrée et le Premier ministre qui n'a pas encore trouvé de solution. Thierry Cotillard, bloquer les prix. Bloquer les prix, en fait, on est dans un système, en France en tout cas, où tout le monde s'observe. Donc les relevés de prix se font chaque semaine. On relève les prix de Carrefour, les prix de Leclerc. Et dès qu'il y en a un qui baisse, l'autre baisse aussi. Donc c'est effectivement une bonne démarche quand ça va à la hausse, on les bloque. Mais il faut aussi imaginer qu'il y ait certains produits, surtout là, sur quelques produits, par exemple les pâtes, quand ça va commencer à baisser, tout le monde va se regarder et passer les baisses. Donc, ça fait partie des politiques commerciales de chaque enseigne de définir ce qui doit être bloqué, de ce qui doit bouger pour que les consommateurs s'y retrouvent. Les vacances, dans un mois et demi, quelque chose comme ça, début des grandes vacances. Vacances chères, forcément, cette année. Qu'est-ce qui va coûter beaucoup plus cher que l'année dernière ? Vous voulez parler des courses ? Oui, des courses, mais puisque courses. vous êtes aussi patron de Rodi, notamment, et de Rapide Pare-brise, j'avais oublié. Non, mais des choses qui peuvent aussi compter pendant les vacances. Qu'est-ce qui va coûter beaucoup plus cher à ceux qui nous regardent ? Ce qu'ont fait les collègues de la division automobile, c'est qu'ils se sont dit suivons l'exemple d'Intermarché de Netto. Qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan anti-inflation ? Donc, ils ont fait deux choses. Ils font des opérations de pneus à prix coûtant. Donc, ça va aider aussi les consommateurs avant de partir en vacances pour s'équiper. Les collègues du bricolage ont fait aussi des opérations de carte de fidélité, notamment sur le plein air, parce qu'on sent que là, c'est des dépenses qui sont onéreuses. Donc, chaque enseigne, comme tout ça, c'est sous la bannière mousquetaire, avance. Et puis, il y a le sujet, quand on part en vacances, de l'essence. Donc, c'était à l'ordre du jour ce matin de la direction du groupe. Et on a décidé d'en refaire, c'est-à-dire de se mettre à prix coûtant. Quand bien même ça a vraiment baissé, on se dit que ce sera une attente des Français début juillet et au retour des vacances d'août. Prix coûtant, pour être concret, ça veut dire à combien le litre d'essence et de gasoil ? Vous avez l'info ou pas ? Non, je ne l'ai pas. Ce serait vous dire une bêtise parce qu'entre le moment où on va l'annoncer là et les débuts de vacances dans un mois et demi, il y a tellement de fluctuations encore que c'est... Mais déjà, se dire... Prix coûtant, ça veut dire zéro marge, ça veut dire aussi essayer d'attirer des clients bien sûr, dans vos magasins. Bien sûr, c'est un produit d'appel. C'est pas de la philanthropie, quoi. Non, c'est du commerce. C'est du commerce. C'est du commerce. Nous sommes commerçants. Évidemment. La rentrée, Thierry Cotillard. Oui.
beaucoup plus cher que l'an dernier? L'année dernière, c'était 6% sur les fournitures scolaires. Hein, c'est quand même le gros de la dépense. Cette année, la bonne nouvelle, ça va être la moitié, ce sera 3%. Alors qui s'ajoute aux 6%. Ça s'ajoute, donc bien sûr, c'est 9%, mais c'est la moitié moins que, évidemment, l'alimentaire qui va finir à 16-17 au même moment. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, en tout cas, on a fait le choix d'ajouter dans le panier anti-inflation, là, en cours de route, quelques produits de rentrée des classes, en se disant, on se mettra à zéro, parce que il y a des produits, des unités de besoin qu'il faut couvrir. Mais concrètement, ça veut dire quoi, se mettre à zéro et rajouter ces produits-là dans votre pas panier? d'inflation, c'est-à-dire la paire de ciseaux, le rouleau de scotch, le basique et des cahiers très simples seront vendus au même prix que l'année dernière sans augmentation. Ça veut dire que là, vous n'appliquerez pas ces 3% supplémentaires? Exactement, nous prendrons sur les marges en faisant le pari, monsieur, du commerce, donc plus de volume, plus de clients. Est-ce que vous voyez d'ores et déjà, là je ne parle pas simplement des fournitures scolaires, mais globalement dans vos magasins, déjà des baisses de prix importantes, notamment du côté de certaines marques? Est-ce que ça a commencé? Non. Non? Non. Non. Non, on aurait... on serait venu vous l'annoncer. Non, pas encore. Non, je vous pose la question parce que certains le voient et disent qu'ils commencent à voir effectivement des prix à la baisse, que voilà, qu'il y a un petit signe positif qui au moins une stabilisation de l'inflation. La stabilisation, on y est, là, on est au plus haut. Et ça va, je pense, commencer à baisser août et septembre et se stabiliser pour vraiment... attendre une embellie sur mars 2024. Ouais, mais alors mars 2024, ça paraît très loin pour ceux qui comptent à quelques centimes. Et il faut voir, les gens qui arrivaient en fait au passage en caisse enlèvent des éléments parce qu'ils font leurs calculs. On a vu aussi une augmentation des prix des fruits et légumes. Ça, c'est lié à quoi? C'est la sécheresse, c'est la demande. Enfin, comment expliquer aussi que ces prix aient littéralement explosé alors qu'on est sur quelque chose de pas transformé? Crise climatique, on va manquer l'agrumes à cause de la sécheresse en Espagne. Vous avez ça. Vous avez aussi l'esprit de la loi Egalim, où on est aussi plus responsable, je pense. C'est-à-dire l'alimentation. De bien rémunérer les producteurs. Bien sûr. Et en fait, on ne retournera pas au point de départ. Mais c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, on était aussi rentré dans certainement un système de déflation depuis 15 ans, où la valeur de la nourriture faisait qu'à un moment, il y avait un acteur qui s'en sortait pas, ou l'agriculteur, ou certaines PME. Oui. Donc, entre ce qu'on a connu 0 et 18, il y aura peut-être un juste milieu. Pardon ? On compense cet effet qu'on a mis dans la tête des gens, qui était qu'on n'avait plus la valeur des choses, en fait, la valeur réelle des choses. Exactement. Et d'une certaine façon, ça renivelle aussi un petit peu la valeur des produits qu'on consomme. Mais il y a les produits transformés où on voit que la facture d'électricité, les matières premières, les salaires entrent en ligne de compte, et il y a le produit de base, celui que vous transformez, la tomate, la courgette, mais là aussi, il y a... a largement explosé. Il y a des productions qui utilisent beaucoup, je pense aux endives, qui utilisent beaucoup d'électricité, et donc la facture a doublé. Donc l'agriculteur, si vous l'invitez sur le plateau, il va vous dire, mais moi, mon coût de production, c'est plus du tout le même. Ne serait-ce que mon salarié agricole, j'ai augmenté de 8% son salaire en 2 ans, l'électricité a augmenté, et quand il y a des intrants, nous, on voit souvent les éleveurs de volailles ou de porcs, et ils vous disent que l'aliment, à l'époque où le blé, alors ça commence à baisser, mais quand le blé a augmenté de 100%, on avait beau acheter 30 ou 40% plus cher leur matière première, ils vous disaient, mais on ne gagne pas plus d'argent parce que ça nous coûte plus cher de produire. Ça veut dire que cet été, je reviens à mon été, cet été, les fruits et légumes, ils sont plus chers de combien par rapport à l'année dernière ? Ça va. Il y a tellement de variabilité d'un produit à l'autre. Ce que chaque enseigne essaye de faire, c'est de faire des opérations prix coûtant dans un esprit de commerçant, en disant, nous, ce week-end, par exemple, on avait 2 énormes melons à 2,50 €. On attaque la saison. Bien évidemment, sur ces produits-là, on est en produit d'appel, on ne fait pas la marge, mais ça attire du client. Et puis, c'est un système de péréquation. C'est ça, la grande distribution. Bon, j'ai une question encore pour vous. Est-ce que vous avez des difficultés à recruter ? Répondez pas tout de suite. Je voudrais que vous entendiez Olivia, commerçante parisienne dans le prêt-à-porter. Elle a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux. Ça lui a été reproché aussi, mais elle a poussé un coup de gueule. Vous allez nous dire si vous vivez la même chose. Elle est venue ce matin chez Bruce Toussaint l'expliquer. Elle explique qu'elle a de plus en plus de mal à recruter et que même en proposant des CDI, parfois, ça coince. Regardez, on a été la voir aussi dans son magasin. Je me suis retrouvée face à un mur, vraiment au moment où j'ai voulu recruter de jeunes personnes pour travailler au sein de mon magasin. Et c'est vrai que je me suis retrouvée en fait, face à des jeunes
je dis jeune, je ne suis pas très vieille, mais disons plus jeune que moi, qui soit n'avaient pas conscience du travail que c'était, soit effectivement étaient complètement en fait déconnectés de ce que pouvait être en tout cas le travail de conseillère de vente. Est-ce que c'est difficile de recruter aujourd'hui en France ? On a vraiment été aidé grâce au contrat d'apprentissage qu'a mis en place le gouvernement. Ça a vraiment débloqué la situation. On a des milliers de jeunes qui sont venus, qu'on a accueillis en formation et qui sont restés. La vraie difficulté, ce sont sur les métiers de bouche, boucher, poissonnier. Alors c'est pourtant des bons salaires, mais il faut qu'on recrée des écoles de formation pour travailler ces sujets-là. C'est les conditions de travail dans ce cas-là qui sont en France. Oui, et puis ça demande à un moment d'avoir choisi à 16 ans ou 17 ans cette filière-là. Ouais. La réalité, je pense qu'on souffre moins que certaines autres professions parce que on a aussi un principe de 13e mois qui aide, bien évidemment, en termes de rémunération. Pour que les gens viennent travailler chez nous. Et puis pour le recrutement, il y a des choses toutes bêtes qui ont été mises en place par certains adhérents, c'est de dire, un salarié, si tu connais quelqu'un dans ton entourage, je te donne une prime pour nous faire venir à une candidature. Donc c'est de l'émulation qui a été créée par... Parce que là ce qui est dit, c'est que d'une certaine manière, il y a une... comment dire ? C'est ce qui était dit, mais il y a une forme de déconnexion d'une part de la jeunesse qui n'accepte plus tellement un certain nombre de contraintes. C'est ce qui était dit encore une fois par Olivia, qui donnait ces exemples-là. Mais quand on explique que dans un magasin, il faut passer parfois un petit coup de balai, etc., ça c'est compliqué, qu'il faut bosser le samedi, c'est compliqué. Et que même en offrant un CDI, parfois ça ne marche pas. Est-ce que c'est ce que vous vivez ou pas du tout ? Alors, je serais moins dur, qu'Olivia. Ce qu'on observe, c'est probablement un niveau d'exigence. Là, je quitte le point de vente pour parler des salariés qu'on a au niveau de notre siège. Un niveau d'exigence de cette nouvelle génération qui va peut-être même refuser un CDI en disant « je prends un CDD et je vais voir si ça me plaît parce que c'est un peu loin de chez moi et je veux être sûr que l'ambiance soit bonne. » Non, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a véritablement chez les moins de 35 ans, il y a eu des études, c'est qu'il y a une inversion. Avant, on se réalisait beaucoup dans le travail et on voit qu'il y a une inversion réelle en fait chez les plus jeunes qui considèrent qu'aujourd'hui c'est plus dans le temps libre et qui véritablement vont faire un équilibrage. Des glandeurs, quoi. Ça, je vous laisse la paternité de cette phrase. Il l'assume sans aucun problème. Le boomer absolu, quoi. C'est quand même quelque chose. Non, mais c'est clair. C'est un boomer, Antonin. Donc le boomer va nous dire qu'en fait c'est des glandus et qu'ils n'ont rien envie de faire. Eux vont vous dire, ils vous ont vu vous tuer à la tâche et ils n'ont absolument pas envie d'être exploités par le système comme vous ou vos parents. Donc ils sont mais le travail c'est aussi émancipateur, c'est aussi c'est un lieu social où on crée du lien social, oui, mais en fait, des gens. C'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que c'est pas avilissant le travail. C'est pas ce que j'ai dit. Eux, dans les études et quand vous discutez avec eux, je vous invite vraiment à aller voir des jeunes. Ça fait longtemps que vous n'en avez pas vu, je crois. J'ai 3 enfants. Ah oui, alors écoutez, discutez plus régulièrement avec eux. Non, mais... mais Benjamin, il est déjà vieux. Vous n'avez pas le monopole de la jeunesse. Non, mais alors moi, je suis plus jeune depuis très longtemps. Mais du coup, je discute avec eux et eux, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils s'accomplissent, mais ils ont décidé de s'accomplir quand le travail ne leur convient pas. Ou pas assez, de s'accomplir dans leur temps libre. Donc, ils sont très engagés, ils sont dans des associations. Le travail devient un moyen et pas une fin. Il faut peut-être aussi, dans ce cadre-là, réfléchir à ce que offre le travail. Donc, c'est pas qu'ils sont glandus du tout, ils sont extrêmement engagés. C'est juste se poser la question de ce rapport de force qui s'est rééquilibré avec des jeunes qui disent « Ok, moi, je veux bien travailler, mais en fait, à un moment, ce sera pas à n'importe quelle condition par rapport à ce qui a pu se faire auparavant. » Je sens que vous adhérez, Thierry Cotillard. Oui, j'adhère. En fait, toutes les études qu'on a, le travail, c'est en 3 ou 4 et c'est d'abord la famille, les amis, les loisirs. Donc c'est à nous, les chefs d'entreprise, de s'adapter. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'adapter à nous. Il faut qu'on repense notre marque employeur, il faut qu'on soit attractif et qu'on... Et il y a la question des valeurs qui est aussi centrale. Évidemment. Et il faut donner un sens, une vraie mission dans l'entreprise, sinon on n'embarque pas. Et le gouvernement avait envisagé la régularisation de sans-papiers pour certains métiers en tension, qui pour l'instant n'est plus d'actualité. Est-ce que là, dans la grande distribution, en tous les cas, c'est pas il y a un point d'interrogation. Dans l'immédiat, voilà, c'est pas dans l'immédiat. Et est-ce que dans la grande distribution, vous en auriez besoin? Est-ce que, en tout cas pour certains des métiers... Ce qui est sûr, et là c'est le chef d'entreprise qui s'exprime, c'est que ce qu'on peut appeler l'immigration est utile pour l'économie. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de ressources extérieures pour faire tourner nos entreprises. Et moi, je dis souvent, en fait, dans mes 3 intermarchés, j'ai cette mixité.
Alors, j'aime pas ce terme de Français de souche, mais j'ai des Français voilà, de ce type. J'ai des enfants d'immigrés, j'ai des étrangers. Et nous, notre rôle, en fait, c'est de le faire vivre ensemble. Et le seul sujet, nous, c'est d'évaluer dans la relation au travail. Et c'est pas un sujet... Mais c'est impossible à dire, pour répondre aussi à la question de Pauline, que vous employez des sans-papiers. Ah mais non, on a évidemment l'obligation d'être dans une légalité. Ça, à mon avis, ça a concerné d'autres secteurs d'activité que je ne vais pas citer. Plutôt la restauration, l'hôtellerie. Mais nous, non, on est hyper contrôlés, donc on n'est pas sur tellement ce sujet-là. Mais je peux comprendre que certains acteurs mais vous dites quand même, pour prolonger ce que dit Pauline, cette main-d'œuvre étrangère, on en a besoin parce que aussi, bien sûr. Et on rebondit sur la question des conditions de travail, parfois, cette main-d'œuvre accepte des métiers que les Français ne veulent pas. Je vais vous dire, c'est sur toute la chaîne alimentaire. Nous, on est le dernier maillon, c'est-à-dire qu'on met en rayon. Et voilà. Les champs, mais aller dans les champs, c'est-à-dire les agriculteurs aujourd'hui. S'il n'y avait pas les gens qui viennent des pays étrangers pour faire la récolte, on n'aurait pas de tomates, on n'aurait pas de cerises, etc. Donc c'est un vrai sujet sur toute la chaîne alimentaire. Merci Thierry Cotillard d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle ce que vous nous avez dit. Donc, il faudra attendre septembre pour une bonne partie des baisses issues des négociations, même si on a bien compris qu'il y avait qu'une vingtaine de grands groupes industriels qui allaient effectivement renégocier pour l'instant sur les 75 qui étaient donnés au départ. Merci à vous d'avoir été avec nous.